en poser même les 4 dernières qu'on a un peu spécifiques. Après, on a des questions plus générales qu'on posera peut-être pour la conclusion. Alors, il y avait Léna et Steph qui s'inquiétaient sur le fait de ne pas dénoncer un, un comportement qui pouvait être de la fraude ou de la corruption. Donc, Léna demandait si pas de dénonciation, le collaborateur est-il considéré comme complice? Et Alors, Steph qui demandait, je pardon, continue parce que excuse-moi. c'est vraiment dans le même genre de question. Mhm. Si j'ai connaissance d'un acte de fraude ou de corruption que je ne dénonce pas, je suis de facto complice à cause de mon silence. Alors, Je vous laisse répondre. ça dépend si on parle juridiquement ou moralement, hein, parce qu'il y a quand même les deux acceptions. Je vais répondre pour le collaborateur, puisque c'est ça moi qui m'intéresse. Euh, un collaborateur qui ne dénonce pas ne va pas être considéré par l'entreprise comme complice. En revanche, il va être considéré par l'entreprise comme ayant commis une faute professionnelle, puisqu'il lui revient de remonter tous les anomalies et dysfonctionnements dont il a connaissance dans l'exercice de ses fonctions. S'il ne le fait pas, il commet donc une faute professionnelle D'accord. qui va être sanctionnée à la hauteur de la faute qu'il a commise. Voilà. Si elle est découverte. Bien sûr. Bon, voilà. Non, mais alors après, Ouais. je vous mets tout de suite à l'aise. Hein, j'ai vu que des gens s'interrogeaient sur le caractère peu important de notre équipe. Sachez qu'il y a encore quelques Ouais. années, on était 4 ou 5. Donc pour nous, on progresse. Euh, on peut sous-traiter aussi. Hein, effectivement, on n'est que 12 avec moi, ça fait 13. Quand on a des on a des grosses missions forensiques à faire, c'est pas l'AFD qui l'a fait, hein, elle la sous-traite à un cabinet tiers. Donc ça double nos effectifs quand on en a besoin. Enfin, ça augmente nos effectifs quand on en a besoin. Hein. Voilà. Donc et on est conscient qu'on ne voit sûrement passer que la face émergée de l'iceberg. On n'a pas l'ambition de dire que nous, à la conformité, on encadre parfaitement l'ensemble des choses qui doivent se passer dans le cadre de nos projets. On essaie de sensibiliser nos collègues à la nécessité de nous remonter ces cas. Il y a 10 ans de ça, on avait 7 cas par an. Hein. Donc voilà, ça progresse. Est-ce que c'est parfait? Loin de là. Je pense qu'on a encore beaucoup de travail à faire. On est un corps de contrôle et pas toujours bien accepté hein, dans aucune entreprise. Nous, on essaye d'être bien accepté et on essaye d'emporter la conviction de nos collègues qu'on travaille tous pour le même objectif, mais à un stade différent. Très bien. Très bien. Bon, donc, du coup, on a reporté la remarque sur 12. Je crois que c'était Léna ou Lily qui disait que 12, finalement, par rapport à 2000 collaborateurs, on peut considérer que c'était peu. Et voilà, donc c'est le verre à moitié vide ou à moitié plein. C'est ça, exactement. Voilà. Donc je suis sûre que peut-être que ça augmentera encore dans les années à Ah venir. mais faites-nous confiance, nous passons notre temps à demander des effectifs Ouais. supplémentaires. Alors, monsieur ou madame Tsougan, excusez-moi pour la prononciation, faisait aussi la remarque qui me semble importante à écouter, donc je pense que ça vient oui, ça vient d'Afrique, je pense, qui pense que le silence est souvent le fruit d'un manque de protection auquel font face les lanceurs d'alerte sous nos cieux, donc j'imagine en Afrique, car c'est un sujet très délicat. Donc c'est vrai, il y a peut-être une sorte d'omerta. Oui, oui, mais de même nature que celle qu'il y a en France, hein, puisque vous savez, il y a eu plusieurs grandes affaires en France de lanceurs d'alerte, notamment sur des médicaments qui ont défrayé la chronique. Et on s'est aperçu que, en fait, les lanceurs d'alerte, qui bénéficiaient pourtant déjà d'une protection aussi du Code du travail français, en fait, avaient vécu des contre-mesures, des mises au placard, des licenciements, des menaces, etc. Et que donc la loi n'était pas suffisamment protectrice. Donc, en fait, cette question, elle est éminemment délicate partout, parce qu'en fait, on s'aperçoit que en fait, c'est le syndrome de Cassandre. En fait, on déteste celui qui apporte la mauvaise nouvelle, et celui qui apporte la mauvaise nouvelle, donc c'est lui sur qui on jette l'opprobre. Donc le droit français en a pris acte dernièrement en décembre en renforçant encore une fois la protection des lanceurs d'alerte. Et j'espère que dans le cadre des activités gouvernance de l'AFD sur les actions que nous allons financer dans le cadre de la lutte anticorruption
conjointement avec la société civile, mais aussi les États, nous allons financer notamment des améliorations en fait, du cadre législatif dans les pays de protection du lanceur d'alerte. Ça, c'est vraiment. Après, sachez que en fait, la loi Sapin, elle a conduit à faire bénéficier les lanceurs d'alerte d'une immunité quand ils ont recours à la presse. C'est quand même l'aveu que en fait, le droit du travail ne fonctionne pas, hein. Même en France. On reconnaît simplement, enfin, on dit aux lanceurs d'alerte, on vous reconnaît une protection renforcée et vous avez le droit, lorsqu'il y a péril ou menace grave, de saisir directement, enfin après, non pas directement, de saisir après 2 stades les médias. Donc ça veut dire que les médias ont un rôle fondamental à jouer parce qu'en pratique, le droit du travail ne pourra jamais accorder la protection. Même s'il est très très bien rédigé, en fait, les entreprises, elles vont toujours avoir, ou les administrations, elles vont toujours avoir un comportement du genre je te mets au placard. Voilà. Donc c'est très important. Très bien. Donc les lanceurs d'alerte doivent être protégés en France et ailleurs. Voilà. Et l'ENA remarque que les entreprises qui sanctionnent les lanceurs d'alerte devraient aussi être sanctionnées sévèrement. Alors peut-être on n'a plus que 4 minutes, donc je vais peut-être accélérer un peu. Je vais faire une part aussi, j'avais oublié un point de Mbola, qui était de dire aussi, qui se demandait aussi si les travailleurs des projets de l'AFD pouvaient être protégés, s'ils étaient victimes de corruption directe. Je ne crois pas, mais je vous laisserai répondre. Et puis je vais peut-être juste poser et après on a la question de l'ENA, qui était de dire qui demandait auprès de qui sont faites les enquêtes de réputation, qui est consulté. Et ça, et après, je vais reprendre des questions que nous avons eues au début, qui étaient une question, je ne pense pas que vous avez le chiffre, mais de Ibrahima, qui demandait quel est le taux de participation de l'AFD dans le développement durable en Afrique subsaharienne. Et une autre question que je n'ai plus sous les yeux, mais parce que j'en ai 3 pages de questions, qui était, oui, quels sont les plus grands enjeux de l'AFD, voilà. Et je pense que c'est aussi bien pour conclure. Quels sont les plus grands enjeux de l'AFD en termes de fraude et de corruption. Enfin, quelle est en fait la vision, je pense, derrière l'engagement de l'AFD dans la lutte contre la fraude et la corruption. Et Roméo, dernière question, après c'est la fin, qui se demandait si l'AFD avait son propre classement de la perception de la corruption. Voilà. Voilà, bon, ça fait un peu beaucoup, alors peut-être que vous allez devoir choisir. Il y a 3 minutes. Non, je vais faire. Et merci beaucoup. Classement, non, on n'a aucun classement de la corruption. Après, bien sûr, on a des typologies. On s'aperçoit qu'on a certains cas de fraude qui interviennent plus dans certains pays que d'autres. Après, c'est pour répondre à une autre question. Y avait-il des profils types de fraude dans certains pays qui divergeraient d'autres? La réponse est non. Il n'y en a pas. En fait, l'esprit humain est innovant partout. Et en conséquence de quoi, voilà, on peut compter donc sur l'esprit humain. Auprès de qui sont faites nos enquêtes de réputation? Elles sont sous-traitées à ce qu'on appelle des cabinets d'intelligence économique, des gens dont c'est le métier de faire ces enquêtes d'honorabilité. Ils font ces enquêtes sur sources ouvertes, sur Internet, la presse, sur les blogs, qui sont souvent très intéressants, surtout dans les pays où la liberté de la presse est très peu importante. Nous, on s'appuie beaucoup sur les blogs, à titre parce que ça nous donne un éclairage sur une forme de contre-pouvoir. Et ensuite, ils utilisent ces gens qui font des enquêtes de réputation, ils font aussi des enquêtes sur le terrain. Et ils croisent donc les éléments qui sont sur source ouverte avec ce qu'ils ont vu sur le terrain. Ils nous livrent un produit fini. Je précise que tout cela est fait dans le respect le plus strict de la loi et qu'on n'a pas recours à des barbouzes qui essaieraient de capter des éléments d'information. Vision de la conformité de ces enjeux, je sais pas, on va partager ça avec Gulnoza. On pense que malheureusement, en fait, la fraude et la corruption sur nos financements va continuer. On espère créer des obstacles ou créer une forme de complexité qui pourra décourager les fraudeurs. On va essayer d'être exemplaire, c'est-à-dire qu'on va essayer d'être intraitable pour que en fait l'enseignement qu'il y a tiré de la part des corrupteurs ce soit qu'il vaut mieux pas s'intéresser à la ressource AFD
parce qu'en fait, voilà, ça génère des problèmes, des comptes à rendre, etc. C'est assez égoïste hein, comme position, mais voilà. Après, on étudie d'autres choses, on est sensible à ce qu'a fait la Banque mondiale sur les listes d'exclusion. On trouve que c'est intéressant de faire du name and shame, de stigmatiser des entreprises en leur disant pendant 4 ans, tu ne pourras pas obtenir un financement dans d'un marché étranger que je finance et je mets ton nom sur une liste. Comme ça, tout le monde est au courant que voilà, l'honorabilité de ta société n'est pas terrible. Donc ça, on s'interroge pour savoir si c'est possible de le faire aussi chez nous, ou bien si ce ne serait pas rendu public, mais simplement notifié de notre part à l'entreprise. Voilà. Donc, on pense qu'en termes d'enjeux, on a un très gros enjeu et il faut qu'on offre encore plus d'outils que jusqu'à présent, à la fois à nos collègues pour qu'ils soient encore plus sensibilisés, à nos parties prenantes des pays du Nord et des pays du Sud pour qu'elles nous remontent ces éléments d'information dont on parlait tout à l'heure. Et puis, voilà, qu'on utilise peut-être des outils du type name and shame des entreprises qui auraient ce type de comportement corrupteur pour les stigmatiser et qu'elles-mêmes, elles aient une image écornée si elles se comportent comme ça. Voilà. Donc, ce sera une pluralité d'outils avec pour finalité, donc non pas de lutter contre la corruption dans nos pays d'intervention, mais simplement de s'assurer que voilà, l'argent qu'on a confié à une personne du secteur privé ou du secteur public va bien là où on a dit que ça devait aller. Voilà, c'est ça notre ambition. Très bien, donc c'est excellente conclusion. C'est un appel à aussi l'action et l'implication des participants en tant que partie prenante hein, au pays.